Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. C'est aujourd'hui que Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI, la Banque publique d'investissement, doit présenter sa stratégie aux parlementaires. Il est entendu ce matin par les sénateurs de la Commission des finances. Je vous rappelle que la BPI était le premier des 60 engagements de campagne de François Hollande. Cette nouvelle banque dispose d'une force de frappe de 42 milliards d'euros. Pourtant, son champ d'intervention n'est pas tout à fait défini. Récemment, Nicolas Dufourcq avait en effet créé la polémique en déclarant que sauver Petroplus ou Florange n'aurait pas été un bon business pour la BPI, ce qui avait suscité la colère de Ségolène Royal, qui est également vice-présidente de cette banque publique d'investissement. Pour elle, au contraire, la BPI doit prendre des risques. Alors pour en savoir plus sur la stratégie de la banque publique d'investissement, tout de suite direction la salle Clémenceau. Bonne matinée à tous. L'article 12 de la loi du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement prévoit qu'un mois avant sa présentation au conseil d'administration, le directeur général ici présent, M. Dufourcq, présente aux commissions permanentes compétentes du Parlement le projet de doctrine d'intervention de la société anonyme BPI Group. Vous me corrigez si je fais des erreurs. C'est conformément à cette disposition législative que les 3 commissions permanentes du Sénat, l'éminente commission des finances, représentée à la fois par son vice-président et le rapporteur général, la commission du développement durable, ainsi que ma commission, c'est-à-dire la commission des affaires économiques, sont aujourd'hui réunies, Monsieur le directeur général, pour vous auditionner. Monsieur Dufourcq, vous avez été nommé à la tête du groupe BPI par un décret du président de la République du 7 février dernier. Cette nomination s'inscrit, je le rappelle, dans la continuité des fonctions qui vous avaient été confiées précédemment, puisque dès l'automne, le ministre de l'économie vous avait demandé de conduire une mission de préfiguration de la BPI. Lors du premier conseil d'administration qui s'est réuni à Dijon, on se demande pourquoi, le 21 février, non, mais la moutarde peut monter. Enfin bon, vous avez présenté la feuille de route que vous entendez suivre pour structurer la BPI dans les meilleurs délais. Peut-être pourrez-vous nous indiquer brièvement les principales étapes déjà franchies et préciser le calendrier des rendez-vous à venir. En effet, si les éléments de base de la nouvelle structure existaient déjà, je pense évidemment à Oseo, je pense à CDC Entreprises et je pense aussi au FSI. Et donc, pour mettre en place BPI France, reste malgré tout un chantier complexe. Il faut créer les 2 filiales du groupe, à savoir BPI France Financement et BPI France Investissement, ce qui implique notamment de se mettre d'accord sur l'évaluation des apports des 2 actionnaires. Il faut obtenir les agréments nécessaires ou le feu vert des autorités de régulation concernées, qu'il s'agisse de l'autorité de contrôle prudentiel, de l'autorité des marchés financiers ou de l'autorité de la concurrence, compétente pour le contrôle des fusions. Une notification de la Commission européenne est également nécessaire. Il faut créer les organes de gouvernance qui, au niveau national et régional, permettront de coordonner l'action de la BPI avec les stratégies de développement des régions. Enfin, c'est plus précisément l'objet de l'audition d'aujourd'hui, il faut définir la doctrine d'intervention du nouveau groupe. Le 2e conseil d'administration s'est tenu le 22 avril. Son ordre du jour portait précisément sur cette question de la doctrine. Avant que vous nous en présentiez les principaux éléments, je tiens à souligner que pendant cette période transitoire, la BPI travaille à travers les actions traditionnelles de Oseo et des filiales de la Caisse des dépôts qui se poursuivent en principe sans rupture de continuité, mais vous nous le confirmerez. Nous avons veillé lors des débats parlementaires à ce que les dispositions transitoires robustes permettent cette continuité d'action. C'est indispensable compte tenu du contexte économique et des besoins des entreprises, en particulier des PME. Je regarde M. Bourquin en même temps. Mieux, depuis le début de l'année,
la BPI a lancé plusieurs nouveaux produits à destination des entreprises. Je pense au préfinancement du CICE, à la garantie renforcement de la trésorerie, aux prêts pour l'innovation ou encore au préfinancement du crédit impôt recherche. C'est ainsi un total de 630 millions d'euros qui est en cours de versement aux PME, ETI, montant qui s'ajoute évidemment au soutien courant apporté par la BPI France Investissement et BPI France Financement. Je donne maintenant la parole à M. Albéric de Montgolfier en tant que vice-président de la Commission des finances, M. Raymond Vall, président de la Commission du développement durable, pour compléter ce propos introductif. Ensuite, Monsieur le Directeur général, vous aurez seul la parole pour nous présenter le projet de doctrine d'intervention de la BPI France. Je vous propose qu'à l'issue de cette présentation, que les trois rapporteurs sur le projet de loi puissent vous interroger en priorité, à savoir M. François Marc, rapporteur général et rapporteur au fond du texte, M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis pour notre commission, et M. Verretto pour le développement durable. Le directeur général que vous êtes pourrait alors leur répondre et ensuite on ouvrira les demandes de prise de parole. Monsieur de Montgolfier, vous avez seul la parole. Bon, merci, Monsieur le Président. Ça va être extrêmement bref. Je voudrais, messieurs les présidents, messieurs les rapporteurs généraux, mes chers collègues, saluer Monsieur Dufour. Je vous rappellerai que le Parlement et le Sénat singulièrement sont représentés au sein du Comité national d'orientation de la BPI, puisque avec ma collègue Michel André, nous avons été nommés par le président du Sénat au sein de ce comité national d'orientation qui s'est réuni une fois à Caen. Bon, je ne sais pas qu'on se retrouvera plus en province, parce que, bon, pour les raisons que vous connaissez. Moi, je voudrais tout simplement d'abord bien vouloir vous prier d'excuser Philippe Marigny qui ne peut être présent à cette audition et vous dire que cette audition, elle a été voulue par le Parlement sur la doctrine d'intervention. C'est ce que nous avions souhaité dans la loi. Et je ne vais pas retarder plus, compte tenu du retard, l'audition. J'aurai simplement une question qui portera sur l'actualité, qui porte notamment sur la cession de la Bourse de Paris d'Euronext, très concrètement, puisque, comme vous le savez, le New York Stock Exchange va céder à la suite de sa fusion avec ICE, va céder par appartement une partie de ses actifs. Et donc, est-ce que la partie Euronext est susceptible d'intéresser la BPI, sachant qu'il y va de la compétitivité de la place de Paris. Derrière, il y a le droit, derrière, il y a les formations, et c'est un dossier important. Rentre-t-il éventuellement dans la doctrine d'intervention de la BPI? Et pour le reste, je pense qu'on serait heureux d'entendre les questions des collègues, à commencer par les rapporteurs. Merci de votre présence, monsieur. Merci, monsieur Raymond Vall. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, je salue tous mes collègues. Et donc, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous dire qu'au titre de la Commission du développement durable, bien entendu, nous avons deux angles d'attaque sur cette audition, à savoir, bien sûr, le fait de considérer que la BPI devra également participer et être un instrument majeur du financement de la transition énergétique. On aimerait bien donc vous entendre dans ce sujet. Et bien sûr, au titre de l'aménagement de territoire, l'interrogation qui se pose dans cette phase de démarrage de la proximité de votre action, quels sont les partenaires avec qui vous allez travailler, et surtout le président Leverne m'a donc déjà chargé d'abord de s'excuser, mais de vous faire part de son impatience quant à la création des corps et à leur mise en place pour que vous puissiez évidemment au niveau des régions pouvoir traiter les dossiers qui sont parfois en attente. Voilà. Donc moi, je vais être très rapide. Donc sur ces deux entrées essentielles de notre commission, eh bien, nous aurons bien sûr des échanges qui sont attendus avec impatience. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général du budget. Bon, je crois qu'il est opportun que monsieur le directeur puisse s'exprimer, puis nous l'interrogerons ensuite à la lumière des précisions qu'il aura souhaité nous apporter. Donc, merci. Martial Bourquin. Une sur la doctrine d'investissement de la BPI pour accompagner les PME françaises et les ETI à l'exportation. Quel va être le rôle de la BPI pour, à côté du Bifrance, de COFAS, du soutien des régions, demain des métropoles, quelle sera l'action précise de la BPI pour justement accompagner nos entreprises à l'exportation. On sait très bien qu'il y a là un challenge essentiel.
on ne peut pas rester avec le niveau de déficit du commerce extérieur aussi abyssal que nous avons. Et cette question de l'exportation est une question importante. La deuxième, c'est l'appui financier aux PME au moment, bien sûr, de leur création, dans les phases ultérieures de développement et surtout l'accompagnement que vous pourrez apporter à ces PME. On sait très bien que les aides, sans l'accompagnement, n'ont pas du tout le même impact et ne permettent pas justement un développement dans la durée de nos PME. Et quels sont concrètement les outils envisagés pour réussir cette inflexion dans l'accompagnement des entreprises et pour avoir des dispositifs d'appui financier qui évoluent vers un accompagnement personnalisé des entreprises? Bourquin, monsieur le directeur général, vous avez seul la parole. Mesdames et messieurs les sénateurs, je suis très content de vous présenter, je vais le faire très rapidement, de manière à ce qu'on puisse passer rapidement aux questions, les principaux éléments de la doctrine d'investissement de BPI France. Je vous donne en très légère introduction, tout de même, les chiffres de ce que nous allons pouvoir investir entre 2013 et 2017. Et cette doctrine s'applique à ces chiffres-là. Nous avons l'intention d'investir 9,2 milliards d'euros en direct au capital d'entreprises françaises de 2013 à 2017. Ces 9,2 milliards d'euros, c'est 1,7 milliard d'euros dans les PME françaises, en direct, hors capital risque. C'est 500 millions d'euros dans le capital risque. Là aussi, j'insiste bien, c'est en direct. Et c'est 7 milliards d'euros dans les ETI, les très grosses PME et les grandes entreprises françaises, étant entendu que, on va le voir, dans la doctrine d'investissement, il nous est possible, de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 18 mois, si nécessaire, sans que nous allions les chercher, d'investir des très gros tickets, comme nous l'avons fait quand le FSI a repris Eramet à Areva, par exemple, ou quand il s'est agi de défendre Valeo contre le fonds d'investissement Pardus. Voilà les chiffres pour les investissements directs. Pour les investissements indirects, c'est-à-dire en fonds de fonds, où nous mettons des capitaux dans des fonds communs de placement gérés par des sociétés de gestion indépendantes privées, c'est 2,7 milliards d'euros sur les 4 ans qui viennent, au travers de 280 fonds privés qui sont alimentés et cofinancés par nos équipes. Voilà les grands ordres de grandeur. La doctrine, qui s'applique donc à la fois aux investissements directs et aux investissements indirects. Je me concentre sur la doctrine d'investissement en fonds propres. On pourrait parler de la doctrine de financement, j'y reviendrai, mais elle est pour l'essentiel bien connue. Nous sommes des investisseurs minoritaires. Nous ne prenons pas de participation majoritaire. Nous investissons dans tous les secteurs sauf l'immobilier, les infrastructures, la banque, la presse, les instituts de sondage. Et bien entendu, nous n'investissons pas dans les entreprises qui seraient directement contraires à nos normes en termes de responsabilité sociale et environnementale. Je veux dire par là qu'il peut nous être amené à prendre une décision d'investissement dans une société qui fait de l'armement, ça peut arriver. Simplement, seront immédiatement exclues les entreprises qui ne respecteront pas les critères de l'ESG qui sont ceux de BPI France. Les cibles vont des TPE jusqu'aux très grandes entreprises, donc c'est tout le panorama. On peut mettre du capital à hauteur de 250 000 euros dans une toute petite entreprise en création, 100 000 euros dans un secteur innovant, Internet, transition écologique, biotechnologie. On peut mettre 1 milliard d'euros dans, en l'occurrence, 750 ou 800 millions d'euros dans Eramet. Voilà. Donc nous ne sommes pas limités de ce point de vue-là. Nous intervenons en capital risque, en capital amorçage, en capital développement. Nous intervenons en direct en capital risque, en capital développement. Nous n'intervenons qu'en indirect en capital amorçage. Nous avons décidé que les 600 millions d'euros du Fonds national d'amorçage du programme investissement d'avenir, dont nous sommes les gestionnaires,
doivent être gérés au travers de fonds d'investissement privés de manière à obtenir un effet multiplicateur important. Et sur les 600 millions, nous avons investi déjà 313 millions dans des fonds qui eux-mêmes ont collecté de l'argent à l'extérieur, ce qui fait qu'au total, nous sommes à peu près à 550 millions d'euros disponibles pour les entreprises françaises. Nous intervenons dans le segment du retournement, bien entendu. Mais comment le faisons-nous? Là aussi, nous sommes là pour accompagner les repreneurs. Nous ne sommes pas des repreneurs. Nous ne serons pas des repreneurs. Un repreneur, pour avoir une chance de sauver une entreprise, doit la prendre en majorité. On ne peut pas faire de retournement en minoritaire. Ça ne marche pas. Le repreneur doit malheureusement prendre des décisions douloureuses. En général, beaucoup de licenciements, des fermetures de sites, des réductions de coûts. Nous ne pouvons pas faire cela en majoritaire. Donc nous accompagnons des repreneurs dont c'est le métier que de faire cela, et nous les accompagnons soit en direct, soit indirectement en finançant des fonds de retournement privés. Et en faisant en sorte que ces fonds se créent ou soient eux-mêmes alimentés par des ressources de financement privées. Hein. Donc nous sommes là pour animer le secteur français des fonds de retournement. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'animer. C'est un secteur difficile. Même les fonds les plus professionnels connaissent aujourd'hui des difficultés. Vous prenez je ne veux pas citer de nom, mais vous avez des fonds qui font profession de ne faire que du retournement, qui aujourd'hui sont en difficulté parce que certaines de leurs participations eh bien, ont fait faillite. Le fonds de retournement le plus important que nous finançons, c'est le FCDE, qui avait été créé par la médiation du crédit, dont nous avons 47%. Les banques privées et mutualistes ont 53%. C'est un fonds de 300 millions d'euros. Nous avons mis 150 millions d'euros. C'est un fonds qui marche bien, au sens où il fait du retournement. Il a travaillé sur 14 dossiers aujourd'hui, 9 étaient des dossiers en livre 6, 3 ont fait faillite, 2 ont connu un redressement spectaculaire qui a permis de financer tous les autres qui sont médiocres et en difficulté. Mais enfin, sauvés. Hein. Donc il y a chez BPI France cette équipe, parce que ce fonds, en réalité, il est intégré chez nous. C'est le fonds dans lequel nous avons mis le plus de capitaux. Hein. Donc il est dans nos équipes, dans nos locaux, mais nous n'y sommes que minoritaires. Le comité d'investissement du fonds est composé en majorité de représentants de BNP Paribas, de Société Générale, de Crédit Mutuel Arkea, de Crédit Mutuel CIC, etc. Nous portons une attention très particulière à certains secteurs, bien entendu, qui sont les biotechnologies, l'Internet, la transition écologique. Ça, ce sont des secteurs généralistes, on va dire. Et en termes de filières, nous avons des fonds filières, et nous continuerons d'en avoir. Nous avons des fonds équipementiers automobiles, nucléaires, ferroviaires, bois, mode, patrimoine, etc., etc. En direct. En indirect, nous finançons des fonds eux-mêmes spécialisés dans ce que je viens de dire, mais également dans l'agroalimentaire, par exemple. Et donc nous avons une politique de filière qui est assez soutenue et qui continuera de l'être. Nous mettons en place une organisation de BPI France dans laquelle, indépendamment des organisations métiers, garantie, crédit, fonds propres PME, fonds propres grandes entreprises, fonds de fonds, etc., nous avons une organisation horizontale par secteur. Donc des managers, dirigeants de BPI France sont chargés d'animer des communautés sectorielles allant de la banque à l'investissement. Nous avons des objectifs de rendement qui sont pour l'instant, avant un débat plus poussé avec nos actionnaires, ceux qui ont été accomplis par les entreprises dont j'ai la charge, que sont le FSI et CDC Entreprises. CDC Entreprises, je rappelle donc que entre 1995 et 2011, les équipes ont engendré un rendement moyen de 2%, qui est franchement un rendement de mission d'intérêt général. On ne peut pas aller plus bas. Pourquoi 2%? Parce qu'ils ont fait beaucoup de capital risque et beaucoup de capital amorçage, qui sont les segments les plus risqués du marché. Le FSI, lui, fait 6% en moyenne. Et pour faire 6% en moyenne, il faut aller chercher sur un certain nombre de dossiers 15% pour financer ceux qui font moins 10 et sur lesquels on a pris des risques. Donc les rendements moyens sur lesquels on travaille aujourd'hui sont ceux-là. Les rendements cibles par entreprise sont donc supérieurs. Ils doivent être supérieurs pour financer la sinistralité. Au total,
le retour sur capitaux investis de BPI France, en 2012, il est de 4%. Ce 4% se compare à 5% pour BPCE, 5% pour Banque Postale, 8% pour BNP Paribas de mémoire, hein, et un peu plus pour Société Générale. 4%, on a accès à une liquidité qui est grosso modo de l'ordre de 2%. Hein. C'est la liquidité plus le coût de la sinistralité plus importante, puisque nous allons vers des risques significatifs, plus les frais de gestion, et une petite marge qui est honnêtement aujourd'hui relativement faible. Le résultat net d'Oseo chaque année, c'est pour une banque qui a 30 milliards d'euros de bilan, 80 millions d'euros, qui remontent d'ailleurs en dividendes vers nos actionnaires. Donc on est une banque d'intérêt général déjà. Les principaux indicateurs de profitabilité ne vont pas changer, en tout cas ne seront pas dégradés par rapport à l'état des lieux d'aujourd'hui. La discipline du résultat reste absolument inaltérable autour de ces objectifs-là. Dans la doctrine d'investissement, nous intégrons systématiquement les critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance. Nous avons dans nos investissements directs un mental qui est « nous sommes minoritaires », c'est clair, mais nous avons une culture qui est quand même d'être aussi majoritaire que possible. Nous souhaitons accompagner les entrepreneurs, être à leur côté. On n'est pas là pour être passif et dormant. Nous sommes en capital patient. Nous sommes là pour identifier les chefs d'entreprise masculins-féminins qui seront l'élite de l'entrepreneuriat français de 2020-2030, ceux qui ont décidé de se donner des objectifs énormes, de partir à l'attaque des géants, hein, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Les grands ambitieux, ceux qui sont hors normes, ceux-là, on va les accompagner dans la durée. S'il faut 10 ans, on prendra 10 ans. S'il faut 20 ans, on prendra 20 ans. Mais on les aidera à engendrer France 2030. Ce qui veut dire que même si on a 20% du capital seulement chez eux, on sera à leur côté constamment. On doit créer avec eux une relation de proximité qui est plutôt une relation de type majoritaire. Donc l'accompagnement, il est fondamental et il se traduit par un extrême souci de la gouvernance des entreprises. On nomme nos administrateurs et on veut des administrateurs de BPI France dans les entreprises qui soient, non pas surtout des policiers, hein, mais qui soient influents parce que respectés des entrepreneurs et qui soient en dialogue avec eux. C'est fondamental pour nous. Responsabilité sociale, ça va de soi. On publie déjà chaque année, mais c'est peu connu, les créations d'emplois engendrées par les entreprises dans lesquelles nous sommes. On va continuer de le faire. L'emploi est un facteur dirimant des choix d'investissement et l'environnement également. Hein, ça va tout à fait de soi. Et tout ça sera transparent, publié avec des documents annuels et des communications qui vous seront adressées, ainsi qu'au public. En priorité, nous investissons de l'argent dit frais, c'est-à-dire des capitaux nouveaux dans les entreprises sous forme d'augmentation de capital. Cela dit, nous nous autorisons à racheter la participation de détenteurs de capitaux dans les entreprises dans lesquelles nous sommes, qui sont des fonds d'investissement. Donc s'il faut assurer la liquidité de fonds privés, on le fera. Jusqu'ici, on se l'interdisait pour l'essentiel, considérant que notre rôle n'était pas d'aller permettre à des fonds privés de monétiser leur participation. Résultat des courses, il est arrivé souvent que de très belles entreprises partent à l'international parce que on se l'interdisait. On veut garder ces entreprises en France, donc désormais, il sera possible, dans des cas particuliers, d'assurer la liquidité des fonds privés. Il peut y avoir des exceptions à cette doctrine, sous notamment l'angle du sujet du majoritaire. Ces exceptions seront traitées en conseil d'administration de BPI France et devront faire l'objet d'une décision à l'unanimité des administrateurs, y compris de moi-même d'ailleurs. Il s'agit de cas très très particuliers où quand on a une très belle entreprise dont on va dire qu'elle peut être un Essilor 2030, hein, dans lesquels nous avons, nous, 20% du capital et des fonds privés ont 10 et 20, les fonds privés veulent sortir, donc tout le monde sort, on vend à l'étranger et c'en est fini du rêve. Dans ces cas particuliers-là, on peut décider qu'on prend le contrôle et au bout d'un an, on recrée un tour de table français, on redevient minoritaire. Ce sont des cas exceptionnels
ils passeront au conseil d'administration, puisque c'est une accroche à la doctrine telle qu'elle est présentée aujourd'hui. On est vraiment dans l'exceptionnel. Il ne s'agit pas du tout d'être dans le débat sur la nationalisation de tel ou tel actif, débat qu'on a pu connaître par le passé. Les décisions d'investissement sont prises à 90% en région. Toutes les décisions d'investissement entre rien et 4 millions d'euros sont prises en région, ce qui veut dire que quasiment toutes les décisions d'investissement dans les PME françaises sont prises en région. Et dernier point, je réinsiste, l'accompagnement fondamental, et j'ajoute un, notamment à l'international, pour répondre à la question de M. Burquin. Nous avons une philosophie qui est d'être une banque de démarchage. Nous allons vers les clients, et c'est dans la cuisine des entrepreneurs, avec eux, en tête-à-tête, que les décisions se prennent. Ça ne se prend pas dans les bureaux d'Oseo, il n'y a pas de guichet. Et donc chaque chargé d'affaires d'Oseo aujourd'hui, de BPI France, financement demain, va voir 150 entrepreneurs par an. Désormais, il ira voir les entrepreneurs avec les chargés d'affaires internationaux que nous avons recrutés chez UBI France et qui sont implantés maintenant dans nos directions régionales. Il ira également avec les 20 salariés de COFAS, que COFAS a décidé de loger chez nous pour placer l'assurance prospection. Donc notre réseau de démarchage devient un des grands réseaux de démarchage des PME françaises pour le placement des services de la puissance publique incarnés par UBI France et par COFAS. On ira plus loin que ça. Je considère que l'accompagnement d'un entrepreneur ne peut réellement bien se faire que par un entrepreneur lui-même. Les entrepreneurs ne respectent que leur père. S'ils sont une famille différente, hein, c'est un monde. Et donc, nous avons aujourd'hui 2000 entrepreneurs qui sont nos principaux clients réunis dans Oseo Excellence, qui va devenir BPI France Excellence. Nous créerons à l'intérieur de BPI France Excellence Export, avec, on va dire, 200 entrepreneurs qui accepteront gratuitement de donner de leur temps pour aller parrainer leur père, en leur disant, grosso modo, entre nous, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois aller à l'international, c'est possible, ils vont t'aider, on va t'aider, c'est pas si dangereux que ça, il y a plein de dispositifs, et de toute façon, si tu ne le fais pas, dans 5 ans, tu cours de gros problèmes. Tu vas au-devant de gros problèmes. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire et qu'on a lancé, je m'arrête là pour mon introduction. Merci, Monsieur le Directeur Général. Peut-être la parole directement à Monsieur le Rapporteur Général. Oui, merci, Monsieur le Président Raoul, puisqu'il y a plusieurs présidents aujourd'hui. 3 commissions sont associées. C'est vrai que nous avons été nombreux au moment du débat sur la création de la BPI à nous intéresser à ce dossier auquel nous avons le sentiment qu'il faut effectivement permettre un développement le plus rapide possible. On avait demandé effectivement au moment de la création que les choses aillent vite. Et de ce point de vue, Monsieur le Directeur, je crois qu'on peut se réjouir de ce que vous ayez pu prendre à bras le corps ce dossier et veiller à ce que très vite on se mette en mouvement. J'évoque par exemple le CICE dans lequel la BPI a été sollicitée pour intervenir. Vous nous en direz peut-être un mot tout à l'heure, mais déjà, je crois, 600 millions d'euros injectés pour permettre à ce dispositif en faveur des entreprises de fonctionner, et ceci dans des délais très rapides. Mais je voulais dire aussi que vous avez su engager très vite la mise en synergie, parce qu'au fond, il y a plusieurs composantes qui sont appelées à travailler ensemble, et ça n'est pas forcément très simple dans toute organisation que de créer ces synergies. Les choses ont été engagées très vite, et également sur le plan de l'implication territoriale, vous avez su mettre en place un dispositif qui, me semble-t-il, aujourd'hui est en capacité de répondre aux attentes dans nos différentes régions. Donc de ce point de vue, je crois qu'on se doit de vous féliciter de l'engagement qui est le vôtre et de l'efficacité de la gouvernance qui a été mise en place depuis quelques mois. S'agissant de ce qui est le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire de la doctrine d'intervention, vous avez exprimé un certain nombre de principes qui
figurent dans ce projet de doctrine pour lequel le Parlement doit être informé. Je vais m'interroger sur 2 ou 3 points, peut-être, pour préciser un peu plus les choses. Le premier point, c'est sur l'aspect réellement contraignant de cette doctrine. S'agit-il de quelque chose de véritablement contraignant pour l'ensemble de la gouvernance ou est-ce que c'est plutôt indicatif? Est-ce que vous pouvez nous préciser sur ce point si l'ensemble des décisions d'intervention des différentes entités du groupe devront s'inscrire d'une façon un peu contraignante dans ces principes généraux qui sont édictés? D'autre part, cette doctrine aura-t-elle un lien avec celle de l'Agence des participations de l'État? Action de concert d'une façon systématique ou y a-t-il des liens avérés, formalisés? Quels sont les modes de consultation réciproque? Bref, comment cela s'articule-t-il? Et puis enfin, ce projet a-t-il été transmis à la Commission européenne ou bien sera la doctrine elle-même adoptée par le Conseil d'administration qui sera transmise aux autorités européennes? Pouvez-vous nous donner une précision sur ce point? Peut-être sur les éléments que vous nous avez apportés concernant les rendements. Vous nous avez parlé des taux de rendement s'agissant de OSEO du FSI et d'un taux moyen de retour sur capital de 4%. Est-ce que, au fond, la banque aura des objectifs chiffrés pour l'avenir en termes de rendement pour chacune de ces branches, allant au-delà de cette statistique sur le passé? Est-ce qu'il y aura des ambitions clairement affichées? En particulier, le groupe aura-t-il une norme en matière de niveau de dividendes versés par les entreprises au capital desquelles BPI France Investissement aura souscrit? S'agissant enfin de la sortie, parce que BPI s'engagera dans un certain nombre d'entreprises, va contribuer à leur développement et va sans doute, à certains moments, envisager sa sortie. Y aura-t-il des objectifs en ce qui concerne la durée minimale, moyenne ou maximale d'investissement au capital des entreprises cibles? J'ai bien compris tout à l'heure dans votre exposé qu'il y aurait sans doute du cas par cas, mais y aura-t-il néanmoins une philosophie d'ensemble sur ces objectifs? Et quels seront les critères qui vont guider la décision de vendre des parts? Est-ce que c'est la conduite des projets eux-mêmes ou est-ce que c'est plutôt un critère fondé sur des considérations financières, sur les plus-values qui vont être réalisées, ce qui permettra à BPI de s'engager, de se projeter dans d'autres projets? Bref, est-ce que le souci du cash va être une préoccupation dans ces décisions de sortie? Et enfin, le groupe s'autorisera-t-il tout type de cession, que ce soit au travers de la bourse, au travers de fonds de capital investissement? Est-ce que tout cela sera possible, quelle que soit la formule utilisée? Et puis, enfin, dernier point, Monsieur le Directeur, on a le sentiment que votre organisation va être présente dans pas mal de conseils d'administration. C'est la règle, c'est la nécessité. On peut se poser la question de savoir comment le groupe va s'organiser pour assurer cette présence active dans ces différents conseils d'administration, dans ces nombreuses entreprises, et ceci d'une manière efficace, d'une manière concertée et d'une manière qui appelle certainement la recherche d'une cohérence de la position exprimée dans ces différents conseils d'administration, parce que s'il y a différentes personnes physiques qui sillonnent la France pour être présentes dans des conseils d'administration, encore faut-il qu'elles aient une cohérence dans leur politique et leurs décisions, et comment tout ça va s'articuler. Si vous pouvez nous préciser ça, ce serait fort utile pour nos commissions. Merci. Merci François-Marc, en accord avec les deux présidents de commission. Je pense que le mieux serait, Monsieur le Directeur Général, que vous répondiez tout de suite à François-Marc pour compléter la doctrine que vous avez exposée et les demandes de précision du rapporteur général du budget. Et après, on ouvrira le banc des prises de parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Le rapporteur, écoutez, toutes ces questions sont absolument fondamentales. La doctrine, c'est la loi. Elle n'est pas indicative. Elle est contraignante.
C'est vraiment la loi de l'entreprise, et désormais, dès qu'on considère qu'elle est validée par le Parlement et actée définitivement par le conseil d'administration de BPI France le 30 mai prochain, c'est la loi de la branche fonds propres de BPI France. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est prévu une phrase dans la doctrine disant que dans des cas très exceptionnels, un débat peut avoir lieu en conseil d'administration qui devra faire l'objet d'une décision à l'unanimité. Nous avons besoin d'une loi. Donc maintenant, elle est publique et en effet, cette loi est très importante dans le dialogue que nous avons avec la Commission européenne. Dialogue qui n'est pas terminé. Je vais retourner à Bruxelles à la fin du mois de mai. Je leur présenterai la doctrine. En effet, ce n'est pas une notification qu'ils nous ont demandé de faire, formelle. C'est juste un échange de questions-réponses qui peut se poursuivre d'ailleurs dans les semaines qui viennent. Mais comme précisément, nous ne sommes pas dans des délais qui sont impératifs avec soumission d'un dossier, réponse obligatoire. Eh bien, entre nous, je m'autorise avec mes équipes, à lancer BPI France en juin partout en France, sans trop attendre. C'est la raison pour laquelle, à partir du 3 juin, commence un déplacement dans les 22 régions françaises, 22 jours ouvrables en juin, 22 régions françaises. Nous allons inaugurer BPI France dans les 22 régions. Je ne dis pas inaugurer des locaux, puisqu'il ne s'agit pas seulement de locaux, mais de lancer officiellement l'incarnation de BPI France en région. Enfin, tout ça pour dire que la doctrine, donc, c'est la loi, et que cette loi, elle sera exposée à l'ensemble des corps constituants qui nous observent, en particulier la Commission européenne, mais également le Conseil de la concurrence, par exemple, qui nous l'a demandé. Bon. Alors, une question fondamentale qui est effectivement quel est le lien avec la doctrine de l'APE, et comment est-ce qu'on s'organise avec notre actionnaire, qui est l'APE, et comment est-ce qu'on échange, est-ce qu'il y a des groupes de travaux communs, etc. Je crois savoir que David Azema, le commissaire aux participations, présentera au Parlement un projet de doctrine, me semble-t-il, ou à la Commission des finances. Enfin, en tout cas, il est en train de travailler sur le sujet. Nous en avons parlé, lui et moi, d'ailleurs, hier soir, pas plus tard que hier soir, à dîner. Et donc, je ne suis pas là, absolument pas là pour dévoiler la primeur des travaux que l'APE est en train de construire, mais qui sont, à mon sens, de très grande qualité, et qui vous montreront qu'il y a emboîtement très propre entre ce que nous faisons, nous, et ce que l'APE considère devoir faire. En l'occurrence, nous sommes là pour faire des PME avec des TPE et faire des ETI avec des PME. On est fondamentalement là pour ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à l'intérieur du FSI d'aujourd'hui, dont la marque disparaît dans 15 jours pour devenir France Investissement, vous avez des investissements dans des toutes petites sociétés type Tinubu Square, Viadeo, Dailymotion, jusqu'à Eramet. Et le FSI a beau publier doctrine sur doctrine sur doctrine, tout le monde s'est toujours laissé finalement aller à dire mais vous ne pouvez pas avoir de doctrine puis vous faites tout. Et donc, à l'intérieur de ce qui s'appelait le FSI, je crée un fonds commun de placement à risque, 99 ans, 100% fonds propres BPI, consacré exclusivement aux ETI françaises, et qui sera de 3 à 4 milliards d'euros. Et donc, non seulement on a une doctrine, mais on l'incarne en sanctuarisant le fléchage des fonds vers les différentes lignes de la doctrine. 3 à 4 milliards d'euros iront dans ce fonds commun de placement à risque avec son équipe de gestion. On va l'appeler ETI 2030. Il est là pour faire ETI. Ce n'est pas du tout le rôle de l'APE de faire ça, par exemple. À l'intérieur de l'FSI aujourd'hui, il y a une petite équipe qui fait du capital risque, très risqué. Donc des tickets de 10 à 30 millions d'euros dans des toutes petites sociétés. Pareil, on l'isole dans un fonds commun de placement à risque de 500 millions d'euros. On sanctuarise ces 500 millions d'euros-là avec une équipe qui ne va faire que ça, qui s'appellera Large Venture. Capital risque profond, enfin, on va voir comment on l'appelle. Ça, l'APE ne le fait pas non plus. L'APE va beaucoup se concentrer sur les sujets d'infrastructures essentielles, en réalité. Comment est-ce qu'on travaille avec l'APE? Tous les jours. On échange. L'APE est une petite équipe. Nous sommes une petite équipe. Et encore une fois, l'APE est à notre conseil d'administration. David Azema est très présent à mes côtés dans la construction de BPI France. Donc les relations sont très fortes. On a fait une première réunion sectorielle pour voir comment, secteur par secteur, nos spécialistes secteurs et leurs spécialistes secteurs travaillent ensemble pour échanger. Nos aéronauticiens, les leurs,
nos agroalimentaires, les leurs, etc. Vous voyez, donc c'est très connecté. Alors, les rendements. La politique de dividendes sera décidée au printemps 2014. J'ai convaincu nos deux actionnaires qu'il fallait d'abord attendre d'avoir une année propre de BPI France pour voir ce que ça donnait, avant de commencer à se poser la question de savoir quelle politique de dividendes on allait lui imposer. Entre nous, une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'on reporte ces discussions à l'année prochaine, c'est que la politique de dividendes dépend elle-même des assurances que nous obtenons de notre actionnaire État, d'obtention de dotations budgétaires dans les années qui viennent, pour financer l'innovation et la garantie. Nous recevons aujourd'hui, nous avons reçu pour 2013 environ 350 millions d'euros de dotations budgétaires pour faire innovation et garantie. S'agissant de la garantie, il n'y avait rien dans le budget. Il a fallu que j'aille convaincre moi-même le président de la République de nous octroyer sur fonds du PIA 150 millions d'euros pour réalimenter nos fonds de garantie. On voit bien que si on a la certitude dans le plan à moyen terme de l'État d'obtenir ces fonds qui nous permettent d'exercer notre mission d'intérêt général, on peut remonter des dividendes très importants. Si on n'a pas la certitude, il faudra bien qu'on garde un peu de sous pour financer notre mission d'intérêt général. Donc ce débat sur la politique de dividendes est fondamental. Il aura lieu en avril-mai 2014. Les ambitions affichées sur le retour sur investissement, le retour sur capitaux propres de BPI France. Nous sommes à 4% aujourd'hui. Avant, par parenthèse, dépréciation de la participation dans France Télécom. Dépréciation de 2,8 milliards d'euros, qui évidemment détruit totalement le ROE de l'année 2012, qui devient négatif après. Donc, mais disons que, indépendamment des provisions passées sur les grandes lignes de participation de BPI France, nous sommes à 4%. Est-ce que c'est le bon chiffre ou pas le bon chiffre? Est-ce que c'est le bon indicateur ou pas le bon indicateur? Nos actionnaires, État et Caisse des dépôts et consignations, sont en train d'en discuter. Et on se fixera très probablement des objectifs spécifiques par métier. La garantie et l'innovation, ça n'a pas de sens puisque ce sont des activités subventionnelles. Le crédit, en revanche, contrat de développement participatif, crédit bail, etc., on peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas qu'on soit à des niveaux qui soient plus proches de, encore une fois, BPCE, qui est à 5,5, plutôt que 4. C'est des questions qui sont ouvertes aujourd'hui, pour être très franc. Dans le domaine de l'investissement, j'ai donné les chiffres, on en reste là pour l'instant. Il est possible que nos actionnaires nous demandent plus. Nous verrons bien. La discussion ne fait que commencer. Durée minimale d'investissement, non. En réalité, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il peut arriver, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur Dailymotion, que nous prenions du capital dans une entreprise et que très vite, une solution de consolidation se présente. C'est la raison pour laquelle nous l'avons vendu à France Télécom. Donc Dailymotion n'est resté dans les livres qu'un an et demi de mémoire. Et nous l'avons vendu à France Télécom dans la perspective d'un projet industriel construit par France Télécom autour de Dailymotion. Voilà. Contre-exemple, Constellium, dans lequel nous sommes, nous aurions eu la possibilité de sortir avec une énorme plus-value maintenant, aujourd'hui, puisque Constellium a décidé de se coter en bourse. Nous avons décidé de ne pas le faire et de résister à la tentation de la plus-value. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons rester un actionnaire stratégique de Constellium, de manière à protéger les sites français et de manière surtout à protéger le centre de recherche-développement qui est basé en France. Et c'est même plus que ça, c'est que nous avons demandé à monter notre participation. Et la plus-value aurait été considérable, on faisait x8 ou 9. Nous sortirons, cela dit, de nos participations, puisque les capitaux qui nous ont été accordés, 18 milliards d'euros, c'est définitif. On ne va pas nous en donner beaucoup plus. Donc il faudra bien qu'on fasse tourner le portefeuille pour qu'on puisse réinvestir. On commencera à monétiser nos acquisitions FSI en 2016. 2016-2017. 2016-2017, le FSI a été créé en 2009. Donc vous voyez qu'on est sur une temporalité de 7 ans en moyenne. Cela dit, je répète bien que dans des cas, à mon avis, qui vont être assez nombreux, s'il faut rester 15 ans, on restera 15 ans. Pour aider l'entreprise à prendre son essor.
Directeur, le critère de sortie, c'est quand même un critère d'intérêt général et de logique industrielle, Oui. Plus qu'un critère de recherche de cash. C'est clair, c'est clairement... Absolument. Okay. Absolument, monsieur le rapporteur, tout à fait. Quelle présence dans les conseils? Alors, nous avons déjà 77 participations du FSI dans lesquelles nous avons injecté des administrateurs indépendants. Dans certains cas, il y en a 2. Donc nous avons une communauté de 100 administrateurs indépendants aujourd'hui que nous animons, que j'ai réunis il y a un peu plus de 15 jours, rue de Lille, pour leur passer toutes sortes de messages sur la création de BPI France, que nous formons, que nous sélectionnons. Nous avons un annuaire d'administrateurs indépendants. Nous sommes en partenariat avec des cabinets de chasseurs de tête pour repérer les meilleurs d'entre eux. Et c'est comme ça que nous les attirons dans notre communauté. C'est pour nous un vecteur de communication très important. Et vous avez tout à fait raison de dire, c'est cette communauté qui incarne non seulement la doctrine, mais notre attitude, hein, notre code de comportement de BPI France. Et c'est à eux que j'ai dit l'autre jour, je vous demande de construire une relation personnelle avec les chefs d'entreprise. Vous avez ce devoir-là. Et c'est ceci qui doit être votre plaisir, d'une certaine manière. Ça prend du temps, mais c'est ça qui est efficace. Il faut que vous puissiez les tutoyer. Si vous en restez à une position distante de représentation de quelque chose qui représente l'État lui-même, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Je vous demande d'être là. Et donc on l'a fait pour les 77 participations du FSI, et on le fait également pour les participations dans les PME. Hein. Alors il y a beaucoup de PME dans lesquelles nous n'avons pas de représentants. Hein. Beaucoup. Dans les petits tickets, quand on met 1 million d'euros, on ne peut pas. Hein. On investit chaque année en direct et en indirect dans 1000 PME françaises, donc il y a une limite. En revanche, dès qu'on est sur des tickets importants, de 4 à 10 millions d'euros, là oui, bien entendu, on met des administrateurs. Mais je considère que c'est fondamental. Ce sujet est fondamental. Je pense avoir répondu aux questions. Si nous allons donc ouvrir les demandes de prise de parole, j'aurai en priorité pour des contraintes horaires M. Moret. Merci, Monsieur le Président, de prendre en compte mes contraintes horaires. Hein. Ça ne tient pas à l'horaire du repas, je vous rassure, mais j'ai des obsèques dans mon département et donc je dois repartir très vite. Monsieur le Directeur Général, merci des précisions que vous avez apportées. Je crois qu'elles sont nécessaires parce qu'on a tous ressenti certaines hésitations et même certains flottements quant au positionnement de la BPI en entendant des déclarations parfois peu convergentes, pour ne pas dire davantage, entre ses responsables. Moi, je voulais surtout vous interpeller parce que sur le terrain, dans ma région, dans mon département, ce que j'observe n'est pas tout à fait en phase, et je le regrette, avec ce que vous avez dit. J'observe une grande frilosité des interlocuteurs de la BPI. J'observe une très grande lenteur dans l'instruction des dossiers, cela étant extrêmement préjudiciable à l'aboutissement de ces dossiers. J'ai dans mon département un dossier très important que je vous remettrai avant de partir, qui est important parce que c'est une entreprise qui a besoin de reprendre un site pour son développement. Son développement est conditionné à la reprise de ce site. Et pour le territoire, c'est un site industriel qui est inoccupé depuis 18 mois, et donc c'est aussi très important. Et les chefs d'entreprise concernés ont le sentiment d'avoir des interlocuteurs beaucoup moins attentifs que dans une banque commerciale, ce qui ne devrait évidemment pas être le cas, moins attentifs et moins réactifs. Alors moi, j'aimerais savoir, Monsieur le Directeur Général, d'abord, comme je vous l'ai dit, je vous remettrai ce dossier, comme ça je pense qu'il sera instruit avec beaucoup d'intérêt et de bienveillance, mais j'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée réelle de la Banque publique d'investissement sur le terrain pour les entreprises et pour les territoires. J'aimerais également savoir comment vous ferez en sorte que, j'ai fini, Monsieur le Président, que l'intérêt général soit réellement privilégié par rapport, comme vous l'avez dit, aux objectifs financiers, alors que vous avez des actionnaires qui, par définition, seront sur une autre logique. Et comment faire, c'est ma dernière question, pour éviter ce ressenti que j'exprime, qui est celui, encore une fois, des entreprises, des élus et même des services de l'État sur ce dossier, et j'imagine sur d'autres. Si. Peut-être, Monsieur de Montgolfier, repréciser votre question. Je l'ai posé tout à l'heure, simplement savoir si la doctrine d'intervention permet d'intervenir dans Euronext, aux côtés de banques, évidemment. Bien. La parole est à Monsieur Didier Guillaume. Monsieur Denis, dans ce cas-là. Monsieur le Directeur Général, 500
millions d'euros étaient fléchés sur l'économie sociale et solidaire. Jusqu'à présent, les outils d'appui au financement de l'innovation ont eu quelques difficultés à prendre en compte l'innovation sociale. C'est une remarque qui est souvent remontée des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le futur projet de loi sur l'économie sociale et solidaire prévoit cependant de donner un contour précis. Première question très simple. La BPI interviendra comment pour soutenir ce type d'innovation? Quels outils, quels moyens? La deuxième question, c'est plus généralement les structures de l'économie sociale et solidaire en raison de leurs principes même fondateurs, notamment en ce qui concerne la gouvernance démocratique et la non-lucrativité, ont beaucoup de mal à trouver des financements alors même qu'elles interviennent dans un champ concurrentiel et sont capables de créer des richesses marchandes. Question simple, la BPI pourra-t-elle intervenir pour soutenir la création et le développement de ces entreprises, en particulier, et j'attire votre attention sur ce point, celles qui ont un statut associatif? Merci, Monsieur Michel Teston. Merci, Messieurs les Présidents. Monsieur le Directeur général, dans la doctrine d'intervention de la BPI, il est prévu des investissements exceptionnels dans les entreprises en difficulté. Peut-on aller au-delà en envisageant là encore à titre exceptionnel des investissements à caractère défensif en cas d'OPA ou pour s'en prémunir? L'objectif serait de maintenir ainsi en France les centres de décision et de recherche d'entreprises qui interviennent dans des secteurs stratégiques et d'éviter que des concurrents étrangers puissent accaparer leur savoir-faire. Merci, Monsieur Edmond Hervé. Monsieur le Directeur général, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Vous bénéficiez d'une authentique légitimité, d'une grande attente, des compétences et aussi de la nécessité. Il y a deux principes que vous avez cités sur lesquels je voudrais beaucoup insister. Tout d'abord, la proximité. Il y a dans ce pays un double décalage qu'il nous faut réduire. Premier décalage, je constate que certains acteurs économiques versent dans un pessimisme qui ne correspond pas à la réalité économique et à ses points positifs. Et l'on ne peut pas traverser une phase difficile en s'enfonçant dans une culture de la négativité. J'ai rencontré ce type de sentiment, y compris chez des directeurs de grandes entreprises, quelquefois publiques, du CAC 40. Oui. Aussi, lorsque je vous ai entendu parler de votre tour de France, oui, prenez le temps, oui, et pardonnez-moi de vous dire cela, mais c'est en fonction d'une expérience que beaucoup ici partagent. Ne calculez pas vos déplacements en fonction des horaires de TGV. Alors, il y a aussi un second décalage qui est très grave. C'est le décalage entre ce que l'on appelle les décideurs, les élites, y compris financières, politiques et bancaires, et la société. Ce décalage-là est mortel. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur les administrateurs indépendants que vous connaissez. Lorsque vous évoquez les différents acteurs, je sais bien, et je l'appuie, la proximité qu'il y a avec les régions. Mais, Monsieur le Directeur général, n'oubliez pas les grandes métropoles, car ce n'est pas un plaidoyer pro domo que je fais. L'avenir de la France dépend de la capacité de coopération entre les grandes collectivités, régions, départements et métropoles. Mais lorsque vous analysez la capacité d'impulsion des grandes métropoles françaises en matière universitaire, économique, technologique, les rapports avec les entreprises, vous avez là une diversité. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur ce point. J'ai retrouvé tout simplement la culture qui existait à la fin des années 70, début des années 80, dans les rapports entre la Banque de France et les collectivités territoriales. J'ai vécu cette culture et j'y ai participé. Alors, deuxième principe sur lequel vous avez très justement insisté, c'est la transparence.
chers collègues, nous pourrons faire toutes les lois possibles et imaginables. Le problème numéro 1, et c'est partout, c'est la transparence, y compris dans nos collectivités. Bon. Et y compris, bien évidemment, dans les banques. Et lorsque j'évoque la transparence, j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans la mission de votre établissement, vous avez une fonction d'observation des pratiques bancaires, de la réalité bancaire et financière française? Pourquoi je vous parle de cela? Je rejoins l'intervention de François Marc. J'aurais beaucoup de difficultés à comprendre les efforts, l'esprit de responsabilité de la BPI si, à côté, il y avait des comportements bancaires et financiers tournant le dos à votre logique. Ce serait une forme de privatisation que nous ne méritons pas. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Delahaye. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention, Monsieur le Directeur. Une question, moi, qui me revient, que j'ai toujours en tête, c'est le capital de la BPI. Quel est le montant de ce capital? Comment il est composé? Est-ce que les 12 milliards dont vous nous avez parlé tout à l'heure, d'ici 2017, c'est 12 milliards sur des dotations de l'État que vous attendez, ou est-ce que c'est à travers les fonds propres? Est-ce qu'il y a réellement des fonds propres ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et est-ce que la politique de la BPI, c'est de s'endetter ou pas à partir des fonds propres qu'elle a, ou est-ce qu'elle est dans l'attente de dotation et que les engagements d'ici 2017 dépendront des engagements de dotation que apportera l'État? Ça, bon, c'est une question de fond. La deuxième, qui rejoint une interrogation de Valérie Létard, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, ma collègue, et qui m'a chargé de demander, c'est est-ce que les régions s'engagent budgétairement dans les opérations ou pas? Est-ce que toutes les structures régionales sont en place aujourd'hui? Ça rejoint un peu ce qu'a dit Hervé Moret tout à l'heure. Est-ce que vous avez commencé déjà à travailler dans toutes les régions? Et enfin, elle a posé une question sur le fonds de modernisation des équipements ferroviaires qui avait été indiqué au départ. Est-ce que ce fonds de modernisation des équipements ferroviaires va voir le jour et à quelle échéance et avec quels moyens? Merci, Monsieur Deligé. Merci, Président. Je voulais vous poser une question sur le sujet des décisions d'investissement prises en région. Vous avez dit que c'est limité à 4 millions d'euros, ce qui est très bien, que ça concerne toutes les PME. Or, j'ai le plaisir, avec un certain nombre de collègues, de faire des rapports sur l'outre-mer. Et j'ai pu constater dans un rapport qu'on est en train de faire sur la défiscalisation avec Serge Larcher, lorsqu'on rencontre les entreprises outre-mer, elles sont très inquiètes de l'absence totale de la BPI outre-mer et compte tenu de leurs difficultés financières actuelles très importantes, des difficultés économiques de l'outre-mer qui sont autrement plus sérieuses ou plus importantes qu'au niveau de l'Hexagone, elle se demande quand la BPI va arriver. Il y a un trou actuellement considérable. Donc je souhaiterais savoir si vous avez une projection dans le temps de votre arrivée outre-mer. Dernier point pour rebondir sur la remarque d'Edmond Hervé. La coopération entre collectivités me paraît importante et il ne faudrait pas qu'il y ait un filtre unique qui soit les régions. Alors tout dépend comment vous entendez le mot région. Est-ce que c'est un territoire ou une collectivité quand vous parlez d'aller en région? Donc j'aimerais que l'on n'oublie pas qu'il y a d'autres collectivités que les régions. L'outre-mer, ça tombe bien. Monsieur Georges Patient, dans la continuité de Monsieur Deligé. Oui, c'était pour justement regretter le fait que Monsieur le Directeur Général, quand il a parlé des 22 régions françaises, n'ait pas mentionné les régions d'outre-mer. Vous avez parlé de l'ouverture des antennes françaises, des 22 régions françaises en juin, aucune mention aux outre-mer. Or, dans la loi, il est bien fait mention que la BPI doit s'appliquer dans les outre-mer. D'après mes informations, il semblerait qu'on s'oriente vers une simple reconduction d'une convention qui existait entre l'AFD et l'OSEO, et convention qui était très peu appliquée, mal appliquée, dans la mesure où beaucoup d'outils financiers distribués en France métropolitaine par OSEO ne l'étaient pas dans les outre-mer.
Donc, est-ce que vous allez dans ce sens, malgré toutes les promesses faites d'une application stricte en France métropolitaine et en Outre-mer? Merci. Merci, Monsieur le Président. Même si les moyens semblent modestes, nous avons en tout cas, Monsieur le Directeur Général, le sentiment que nous assistons à la naissance d'un fonds souverain à la française. Et à la limite, pourquoi pas, si la philosophie que vous avez développée, parce qu'on essaye de développer un capital plus stable, avec des capitaux privés qui, eux, peuvent s'occuper plus de la rentabilité. Si cette philosophie demeure, je crois que c'est la bonne direction. Enfin, il faut quand même rappeler que dans la loi bancaire, nous avons appris que l'ensemble du système bancaire français apporte 1000 milliards à l'ensemble des entreprises. Donc ça nous met quand même les choses face à certaines réalités. Alors moi j'ai deux questions, Monsieur le Directeur Général, à vous poser. D'abord sur le 6. Alors le rapporteur général qui est mieux informé que nous, c'est normal, nous indique que vous avez financé à peu près 600 millions. Le problème, c'est que pour l'année, ce qui est annoncé, c'est de l'ordre normalement de 20 milliards. Alors la question, bon, nous étions surpris de voir que dans les lois de finances, rien n'apparaissait pour financer ce dispositif. On peut comprendre techniquement qu'un crédit d'impôt, il faut déjà savoir, bon, enfin, c'est plus totalement un crédit d'impôt puisqu'on a globalisé les sommes. Alors je voudrais savoir si vous avez un conventionnement et avec qui pour faire ces avances de financement. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que... J'imagine que la BPI doit rentrer dans ses fonds. Ou alors, c'est plus une banque. Alors, vous pouvez nous expliquer quel type de conventionnement et combien vous pensez devoir mettre de crédit en œuvre pour l'ensemble de l'année 2013. Ensuite, deuxième question, c'est, puisque vous êtes banquier désormais, même public, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure qui en fait n'existe que dans notre économie, enfin on va dire les économies modernes, nous sommes le seul pays à disposer depuis la loi de finances rectificative de juillet l'été dernier, d'un système où on organise la non-déductibilité fiscale des intérêts des emprunts qui sont faits par les entreprises pour leurs investissements. Nous avons combattu, nous, cette mesure. Mais ça serait intéressant que vous nous disiez maintenant ce que vous en pensez et si franchement dans le retournement qui semble s'exercer pour dire on a besoin des entreprises, ça ne serait pas une mesure à supprimer rapidement. Merci. Cette dernière demande de prise de parole, M. Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Directeur Général de la limpidité de vos propos et de sa logique et de sa philosophie finalement. Parce que ça montre au bout du compte qu'il y a un intérêt économique général derrière une banque publique d'investissement. Et c'est probablement ça le plus important. En même temps, ça entraîne des ambitions et des perspectives qui vont peut-être au-delà des moyens dont vous disposez. Donc il faut à la fois être ambitieux et aussi probablement réaliste. Vous aurez donc à préparer l'avenir en soutenant dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de l'appui à l'export un certain nombre d'entreprises, notamment de petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir l'ambition de devenir des entreprises de taille intermédiaire. C'est l'aspect offensif. C'est probablement pas le plus compliqué. Le plus compliqué, me semble-t-il, dans la période que nous traversons, et après les chiffres qui viennent de nous être annoncés sur le taux de croissance négatif du premier trimestre de cette année, moins 0,2%, c'est une stratégie que j'appellerais plus défensive, mais dont l'objectivité conduit à dire qu'elle doit peut-être aussi exister, même si elle est momentanée. Nous connaissons un certain nombre d'entreprises, en particulier des PME, qui ont des difficultés de trésorerie passagère et qui, pour autant, ont une capacité à rebondir et qui sont financièrement saines aussi et qui peuvent être efficaces. Et donc, est-ce que vous imaginez, dans le cadre de vos stratégies diverses, une stratégie défensive qui permette de soutenir les entreprises de manière momentanée, considérant que ces difficultés ne sont que passagères et ne mettent pas en cause l'efficacité et la réalité économique de ces entreprises. Deuxième aspect, c'est sur la simplification de l'ensemble des dispositifs.
Il me semble que l'ensemble des dispositifs, lorsqu'ils existent de soutien financier à tous nos réseaux de PME, est souvent extrêmement complexe, parfois prennent énormément de temps, et donc la simplification des dispositifs m'apparaît également extrêmement importante, ainsi que la réactivité. Enfin, dernier point, c'est sur la gouvernance. Vous savez qu'un certain nombre des régions se sont beaucoup impliquées dans le cadre de soutien aux petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries également, notamment lorsqu'il s'agissait de mise en place de soutien à l'industrie. Il me semble qu'il ne serait pas inintéressant, alors j'ai bien entendu l'aspect évoqué s'agissant des métropoles, des départements aussi, mais il me semble qu'en termes de compétences telles qu'elles existent aujourd'hui et telles qu'elles vont être probablement renforcées demain, ce sont plutôt les régions qui auront la compétence économique. Ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les régions seules doivent faire sans prendre langue avec les départements et les métropoles. Ça me paraît une évidence. Mais ne pensez-vous pas qu'en termes de gouvernance, il serait intéressant d'imaginer aussi une co-gouvernance BPI-région, avec chaque région française, de manière à ce qu'il y ait une logique de codécision et de co-investissement. Parce que la BPI peut investir, les régions aussi, ce qui peut entraîner de facto du reste. C'est ce qui s'est produit très concrètement au Pays de la Loire. À partir du moment où la région a investi, à partir du moment où Oseo à l'époque l'avait fait, systématiquement, le système bancaire rassuré d'une certaine manière est venu au pot commun pour soutenir les PME. Et donc ne pensez-vous pas qu'une forme de formalisation d'une codécision, d'une co-décision de co-investissement également, serait d'une certaine efficacité. Enfin, dernier point, j'ai bien noté que c'était que de manière exceptionnelle que la BPI pouvait intervenir s'agissant notamment, et le président m'a troublé, pardonnez-moi, sur un dispositif, donc j'en reste là pour respecter le temps de parole. Ça viendra d'autres moments. Excuse-moi Yannick, monsieur le directeur général, pour finir cette salve de questions et d'interrogations, mais ça rejoint un certain nombre d'interrogations qui ont été posées, je prendrai simplement sous l'aspect innovation. Où va se gérer le soutien aux entreprises de recherche sous contrat qui était piloté par Oseo? Autrement dit, ces 10 millions annuels, qui va les piloter vis-à-vis du dispositif de fusion, interaction entre les différents organismes? Merci, monsieur le directeur, de répondre à cet ensemble d'interrogations qui vous ont été posées. Vous avez seul la parole. Alors, donc j'ai le dossier de la société qui était indiqué en référence tout à l'heure. On la connaît bien. Notre ami est parti, donc je traiterai avec lui. Enfin, c'est un dossier tout à fait caractéristique de notre vie quotidienne, une entreprise qui va quand même pas bien, où il est question de cofinancer avec une banque, et la banque, qui est le Crédit Agricole, se fait tirer l'oreille parce que le cas est un cas vraiment de la zone grise. Alors Euronext, oui. Euronext, je pense que oui, il fait partie du périmètre. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a potentiellement un sujet intéressant et stratégique. Économie sociale et solidaire. Alors, ce qui a été décidé entre nous et la Caisse, c'est que la Caisse gardait le réseau de contact avec le monde de l'économie sociale et solidaire, Initiative France, France Active, l'IDES, au travers de ses directions régionales. Nous n'avons pas, chez BPI France, dans les directions régionales d'Oseo, l'équipement et les individus permettant de prendre ce relais-là. Et la Caisse le fait très bien. Donc, la Caisse finance Initiative France, finance France Active, finance l'IDES, finance le crédit coopératif. Est-ce qu'on apportera une couche supplémentaire de financement? C'est possible. C'est à discuter entre nous et notre actionnaire Caisse. Il faut en tout état de cause que ça soit parfaitement coordonné. La Caisse nous transfère dans les apports les fonds qu'elle a injectés dans des fonds privés consacrés à l'ESS, gérés par Amundi, Société Générale, etc. Donc, nous avons une activité de fonds, économie sociale et solidaire, et nous allons la renforcer. Voilà ce que je peux dire à ce stade, qui est très important. Il faut se souvenir que c'est difficile d'injecter du capital dans des coopératives parce qu'on ne sait pas comment en sortir ensuite. Il faut revendre soit aux salariés,
soit à revendre à la coopérative. Mais il y a des sujets de liquidité qui sont très compliqués. Et donc c'est pour ça que le capital développement, le capital investissement dans le monde coopératif a toujours été difficile. C'est pas pour ça qu'on ne va pas en faire, on en fera, mais ça sera forcément dans des proportions plus faibles que pour le capital développement normal. Investissement dans des entreprises qui font l'objet d'une OPA et qui sont stratégiques pour la France, on l'a déjà fait avec Danone et avec Valeo, on le refera. Il n'y a pas de doute là-dessus. On vient de le faire sur Technicolor. On est monté au capital de Technicolor. On a pris pratiquement 10% du capital de Technicolor. C'est précisément pour faire passer un message qui est que nous ne souhaitons pas que cette entreprise soit démantelée. C'était il y a 3 semaines. Proximité, donc les questions du sénateur Hervé, fondamentales. Il y a quatre valeurs affichées dans BPI France, qui sont le support de la marque et qui seront sur tous les murs de BPI France à partir du lancement de la marque le 3 juin, c'est proximité, simplicité, optimisme et volonté. Voilà les 4 valeurs de l'entreprise. Je pense qu'on est donc assez d'accord avec M. Hervé, et notamment sur la partie optimisme, puisque ce qui se passe aujourd'hui, et en effet c'est le grand paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à investir en France, il y a des idées partout. Le crédit bancaire aux PME est le moins cher d'Europe. Le moins cher d'Europe. Il est 80 points de base, 0,8% en dessous de la moyenne du crédit bancaire aux PME allemandes. Donc les réseaux bancaires se font une compétition en ce moment d'ailleurs absolument féroce sur les taux. Les taux ont beaucoup baissé. Le crédit qui n'est pas disponible, c'est la trésorerie. Mais le crédit de développement, matériel, immatériel, il est là. L'equity est là. Ce qui n'est pas là, c'est le moral. Et on le constate tous les jours. Tous les jours. Donc les agents de BPI France en région ont un devoir dans leur démarche, leur politique commerciale de démarchage, qui est justement d'aller avec volonté et optimisme expliquer que c'est le moment d'investir, c'est le moment d'aller à l'international, les conditions sont réunies, la reprise reviendra, voilà. Et donc ils sont une armée hostile au discours de la négativité. Et moi je les guide dans cette direction-là, c'est absolument essentiel. Je suis bien d'accord avec vous que dans les entreprises du CAC 40, on se laisse un peu aller. Les métropoles, oui, on travaillera bien entendu avec elles. Il se trouve que les fonds communs d'innovation, de garantie et de financement sont bâtis avec les conseils régionaux. On n'en a pas fait avec les métropoles. L'initiative n'a jamais été prise ni par elles ni par nous. Mais c'est pas totalement impossible. C'est complètement dans l'épure. Transparence, on sera aussi transparent que possible. On lancera en novembre ce que j'ai envie d'appeler le think tank BPI France, c'est-à-dire le lieu où on doit tout obtenir et tout savoir du monde de la PME française. On a accès à des données d'une profondeur incroyable au travers d'Oseo, au travers de CDC Entreprises et au travers du FSI. Ces données sont traitées par des services différents que je fusionne dans une grande direction des études, mais comme je veux qu'elles soient totalement ouvertes, dans le jargon mondial on appelle ça l'open data d'une certaine manière. Bon, donc on fait un centre de ressources et d'information et de réflexion sur la PME et l'ETI française ouvert. Et on le lance en novembre, à l'occasion de la publication de toutes nos grandes études sur les ETI, les PME, l'étude annuelle, etc. C'est très très important. Et c'est d'ailleurs Pascal Lagarde qui est là, qui sera à la manœuvre pour lancer ce projet. Le capital de la BPI, les fonds propres d'Oseo, 2,5 milliards, les fonds propres de France Investissement, 18 milliards d'euros. Voilà, ça ce sont les 2 chiffres. 18 milliards. Donc les 12 milliards à investir dans les années qui viennent, ce sont les 18 milliards de fonds propres de France Investissement, qui eux-mêmes vont tourner par l'effet de monétisation dont on a parlé tout à l'heure. Le fonds ferroviaire, on le lance en juin, 40 millions d'euros. Et donc ça c'est parti. Est-ce qu'on s'endette ou pas pour faire plus de capitaux propres, enfin plus d'investissements en fonds propres? La réponse est non.
En revanche, on va chercher de la liquidité sur le marché, bien entendu, pour faire nos crédits bancaires. On lève à peu près chaque année 4 à 5 milliards d'euros sur les marchés mondiaux. On les lève en ce moment à des taux incroyablement bas, puisque c'est OAT plus 18 points de base. On est avec garantie implicite de l'État, par la cascade des détentions capitalistiques. Mais il n'y a pas de garantie écrite. « 40 millions, le fonds ferroviaire. Qu'est-ce qu'on fait avec 40 millions? Eh bien, on fait 5 tickets de 5 millions d'euros. On se garde toujours une marge de manœuvre pour pouvoir réinvestir dans les entreprises après. Donc, ce qui a été conçu dans le fonds ferroviaire avec nos partenaires l'a été en anticipant sur la demande. Donc, on a bien regardé quelles étaient les cibles qui étaient potentiellement intéressées par ce fonds spécialisé, et on arrive grosso modo à un besoin. Oui, oui. Il n'y a pas d'investissement d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure. Là, c'est les entreprises qui font du matériel. D'accord, d'accord. Pardon? On ne Vous fait pas. l'avez dit. Oui, l'infrastructure, vous n'y touchez pas. Non, l'infrastructure, c'est l'APE ou la caisse. Ah, d'accord. La caisse. C'est la caisse. La caisse, c'est un fonds d'infrastructure. Ce qu'on reçoit au CIET tout à l'heure, qu'on parle du pays. L'outre-mer. Donc, on a eu des discussions. Je suis très aligné avec votre position. Je la pousse. Simplement, je ne suis pas maître de la décision de mes tutelles. Et donc, ce qui se détaille et se décide en ce moment, c'est de savoir si BPI France intervient en direct dans toutes les régions d'outre-mer, dans certaines d'entre elles, en particulier la Guyane, ou bien si on en reste avec l'intermédiation de l'AFD, ou bien si on retient une solution intermédiaire qui consisterait de passer par les directions régionales de la Caisse des dépôts et consignations, qui aurait donc, au cas particulier, un département qui s'appellerait BPI France, mais qui serait dans la direction régionale de la Caisse. Le Trésor est en train de travailler sur le sujet. Voilà, la soupe est en train de cuire. Mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis prêt depuis un bout de temps. Monsieur le sénateur le sait bien. Et j'ai eu un dialogue finalement assez constructif avec le patron de l'AFD sur le sujet. Donc c'est un vrai sujet de tutelle maintenant que nous attendons. Un fonds souverain à la française, donc on est d'accord. Le CICE, 20 milliards d'euros. Là, je pense qu'il faut faire attention à la perception sur les chiffres. Il y a le crédit d'impôt qui représente 20 milliards d'euros. Il n'a jamais été dit qu'on allait que les entreprises françaises allaient demander le préfinancement de 20 milliards d'euros. Sur les 20 milliards d'euros, il y en a 10 milliards pour les grandes entreprises françaises qui n'ont pas de problème de trésorerie et qui n'ont absolument pas besoin de le préfinancer. Il y en a 10 milliards pour les PME, et sur les 10 milliards de PME, on a considéré que seuls 2 milliards avaient besoin d'un préfinancement. Donc le marché du préfinancement du CICE, sur 20 milliards, c'est 2. Et sur les 2, on a dit que Oseo ferait entre 800 millions et 1 milliard d'euros de crédit en direct et 1 milliard d'euros de crédit bancaire privé garanti. Donc, par rapport à ces 2 milliards-là, on est dans le budget aujourd'hui. La non-déductibilité fiscale des intérêts, là, je ne m'élève pas au-dessus de ma condition. Ça n'est pas mon sujet. Voilà. Donc, je botte en touche, si vous me permettez. La non-déductibilité fiscale des intérêts. Je dis que je ne m'élève pas au-dessus de ma condition. Ben oui, mais... le soutien transitoire des entreprises saines qui ont des difficultés passagères, c'est vraiment notre vie quotidienne, ça. C'est-à-dire que la culture d'Oseo, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire quand il faut donner un coup de main. Et quand on peut pas, on peut pas. Hein, et la raison pour laquelle Oseo le fait quand d'autres banques ne le font pas, c'est que Oseo a capitalisé une culture PME, la culture du directeur financier du DAF de PME, 360 degrés, qui comprend comment ça fonctionne. On l'a chez Oseo. Dans beaucoup d'agences bancaires, on l'a moins maintenant, malheureusement. La gouvernance avec les régions, codécision, co-investissement.
Quand on cofinance, on codécide. Quand on ne cofinance pas, on ne peut pas codécider. C'est aussi simple que ça. Donc les fonds régionaux cofinancés par eux et nous codécident tout. Les fonds de garantie régionaux qui sont opérés par nous, tout est codécidé par échange d'emails dans la journée entre professionnels. Les fonds d'innovation, c'est pareil. Et franchement, je trouve que ça fonctionne bien, ça fonctionne de manière extrêmement fluide. Ce n'est pas des comités, ce n'est pas des gros dossiers qui sont échangés, c'est des emails, c'est l'intelligence collective moderne. Hein. Alors, les entreprises de recherche sous contrat, il l'est toujours. Oui, rien ne change de ce point de vue-là. Hein. Oseo continue de gérer ce fonds-là, gère l'ISI, gère le FUI, gère les PSPC, va gérer le fonds d'innovation rupture. Tout ça suit son cours. Voilà. Les réponses. Le directeur, je crois être le porte-parole de mes collègues, de vos réponses précises, nettes, et en tous les cas de votre disponibilité. C'est très intéressant d'avoir une audition de ce type et je vous remercie. En tous les cas, je suis persuadé que nous aurons l'occasion de nous revoir sans doute au bout d'un an de fonctionnement et après que vous nous ayez exposé votre politique, de voir le bilan au bout d'un an et je suis persuadé qu'avec la Commission des finances et la Commission de développement durable, de faire le diagnostic de fonctionnement et en particulier le remonter du terrain que nous aurons eu, nous les élus. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Voilà pour l'audition de Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI. Si vous souhaitez revoir cette audition, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Bonne journée à tous.